Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Alex Kainer est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci pour l'invitation, Nima. C'est toujours un plaisir de te rejoindre et bonjour à tout le monde. Oui, désolé pour le retard. Nous avons eu quelques problèmes techniques ici, mais nous avons tout résolu. J'espère que nous n'en aurons plus à l'avenir. Alex, commençons par ce qui se passe en Asie de l'Ouest. La situation dans le détroit d'Ormuz reste la même. Il n'y a plus aucun mouvement dans le détroit d'Ormuz, dans sa partie sud. Tout est contrôlé par les Iraniens. Il y a eu quelques rares mouvements. Je ne sais pas ce que sont ces mouvements. Si vous regardez le détroit, vous le voyez, mais tout se passe du côté iranien du détroit. Et l'autre point important, vous savez, dans le cas de ce détroit, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient deux moyens d'exporter leur pétrole. L'un passait par Fujairah, aux Émirats arabes unis, et ils utilisaient ce port pour exporter du pétrole. Et l'Arabie saoudite utilisait l'oléoduc de Yanbu, qui va jusqu'à la mer Rouge. Et maintenant, avec le Yémen qui intervient et impose un siège ou un blocus à l'Arabie saoudite, tout cela a disparu et les prix du pétrole augmentent. Et hier, 2 pétroliers saoudiens ont été touchés par des missiles et des drones. Le Yémen l'a fait et jusqu'à présent, 10 pétroliers ont fait demi-tour. Ils ne les ont pas laissés passer par le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le champ de bataille se situe entre l'Iran et les États-Unis. Je vais en parler après avoir eu votre analyse de la situation actuelle. Nous avons 2 détroits, l'un, le détroit d'Ormuz, l'autre, Bab el-Mandeb. Comment voyez-vous l'évolution de la guerre, d'une certaine manière? Cela fait partie de l'opération militaire, mais c'est aussi stratégique quand on regarde la façon dont l'Iran et le Yémen combattent. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce que beaucoup de gens avaient prédit. C'est pour ça que je faisais partie de ceux qui pensaient que, bien sûr, Trump n'attaquerait jamais l'Iran, parce que ce serait un désastre complet et total. L'Iran fermerait le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole exploseraient, les taux d'intérêt augmenteraient, des bases militaires américaines seraient attaquées et, peut-être, les États-Unis seraient expulsés de la région, et ainsi de suite. Donc, attaquer l'Iran serait extrêmement stupide et extrêmement contre-productif. C'est pour ça que je pensais que, bien sûr, il ne ferait jamais ça. Et ce n'est pas parce que je savais que cela arriverait. De très nombreux documents stratégiques ont été rédigés sur tout cela. Les hauts gradés de l'armée américaine, qui comprennent la situation, la région et la puissance militaire iranienne, en étaient parfaitement conscients. Et pas seulement leurs forces militaires. Vous savez, les États-Unis sont une superpuissance, mais ils se trouvent de l'autre côté de la planète. Pour l'Iran, c'est une guerre existentielle. Ils sont sur leur propre territoire. Tout ce que les États-Unis détruisent, les Iraniens le répareront en quelques jours. Et ils ont eu plus de 20 ans pour dissimuler et enterrer tout ce qui est sensible et important. Il sera donc extrêmement difficile pour les États-Unis de détruire cela. Et on l'a déjà vu au Yémen, au cours des 7 années de guerre contre le Yémen menées par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite. Puis il y a eu l'opération Prosperity Guardian, qui a commencé en mars, ou était-ce en décembre 2023. Ensuite, en mars 2025, Trump a lancé l'opération Rough Rider. Tout cela visait à détruire les capacités militaires d'Ansarallah. Tout a échoué. Ils savaient que tout cela avait échoué. Et l'Iran emploie lui aussi la même stratégie, les mêmes tactiques, mais de façon bien plus puissante. Donc tout ce qui se passe aurait pu être prédit, l'a été, était connu,
et aurait dû être pris en compte par l'administration Trump. Les administrations avant Trump en tenaient compte. C'est pour ça qu'elles n'ont jamais attaqué l'Iran, même si l'Iran figurait sur leur liste de pays où elles voulaient un changement de régime, au moins depuis 2001. On le sait. C'est simplement que personne n'a osé, parce qu'ils savaient que ce serait quasiment impossible, extrêmement risqué, extrêmement contre-productif. Et pour une raison mystérieuse, Trump l'a fait quand même. Et maintenant, une grêle de conséquences s'abat sur lui. Les prix du pétrole sont, vous savez, le Brent est très proche de $100 le baril. Encore une fois, il était à $70 il y a 2 semaines. Brent crude oil is very close to $100 a barrel. Again, it was at 70 2 weeks ago. So even the markets no longer believe his stories about. Même les marchés ne croient plus à ces histoires de négociation, de destruction des capacités militaires iraniennes et à toutes les histoires qu'il raconte. Les marchés n'y croient plus. Donc nous allons voir les prix du pétrole augmenter. Les prix du gaz naturel pourraient aussi augmenter. Nous allons voir l'inflation s'accélérer. Les taux d'intérêt montent et tout cela semble nous conduire vers une récession économique très probable, voire une dépression dans les mois à venir. Quand on voit la manière dont le Yémen s'est affirmé et a fait pression sur l'Arabie saoudite, ils ont été assiégés pendant 12 ans, pendant de nombreuses années. Et quand on voit la catastrophe au Yémen, la famine, les maladies au Yémen, tout cela est dû à l'opération saoudienne, menée avec les États-Unis et les Émirats arabes unis. Ils ont beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, ils s'affirment, ils disent non. Et ils ne l'avaient pas fait avant que l'Arabie saoudite ne les attaque. Vous savez, ils ont attaqué l'aéroport international de Sanaa, puis ils ont riposté. Et finalement, il semble qu'ils soient arrivés à une sorte de conclusion et qu'ils aient dit « Non, nous allons dire non. Ils n'ont plus ce droit-là. Nous allons faire pression sur eux. » La pression qu'ils exercent sur l'Arabie saoudite, c'est quelque chose de nouveau. Ils ne subissaient pas autant de pression parce qu'ils avaient cette sorte de porte de sortie, cette connexion avec la mer Rouge. Alors que, vous savez, le Qatar a été soumis à une pression énorme depuis le début de la guerre. L'Arabie saoudite ne le ressentait pas de la même façon. Même les Émirats arabes unis, ce n'était pas pareil. Et maintenant, comment voyez-vous la réaction? Donald Trump a dit que, dès le moment où l'Arabie saoudite a attaqué l'aéroport international de Sanaa, Axios a rapporté que Donald Trump soutenait l'attaque. Et quand vous êtes confronté à un immense défi, à un énorme problème dans ce détroit, et que vous essayez désespérément d'ouvrir le détroit d'Ormuz, pourquoi soutenir l'attaque contre l'aéroport international de Sanaa? Quel en est le résultat pour vous? À moins que vous ne persistiez, que vous vouliez aggraver tout ce qui joue contre vous, sans que cela vous profite. Est-ce que vous en avez conscience? Ou peut-être qu'il essaye de soutenir l'Arabie saoudite sans comprendre les conséquences? Oui, c'est possible, Nima. Vous savez, il me semble que si l'on juge les choses à leur apparence, je serais obligé de conclure que Trump est tout simplement complètement dépassé. Et il me semble qu'il n'arrive toujours pas à se défaire de l'illusion selon laquelle on peut tout régler par la force, qu'on peut simplement matraquer tout le monde jusqu'à les soumettre. Si vous les frappez assez fort et assez longtemps, ils finiront tous par venir vous supplier d'arrêter et accepter toutes vos conditions. Je ne sais pas. Il n'a pas prêté attention à ce qui s'est passé au Yémen récemment sous son mandat. C'était du genre, nous avons lancé l'opération Rough Rider. Nous les bombardons comme personne ne les a jamais bombardés auparavant. Et vous savez, genre, l'administration Biden ne savait pas larguer des bombes correctement, j'imagine. Ou alors elle n'en a pas largué assez. Je ne sais pas ce qu'il pensait pouvoir faire, qui n'avait pas déjà été fait avant lui, pendant l'opération Prosperity Guardian.
à laquelle participaient aussi des navires et des avions français, italiens et britanniques. Ils bombardaient tout le Yémen comme on n'avait jamais vu. Rien ne s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant? Ça paraît stupide au-delà de toute croyance, mais ils le font. Et non seulement ils le font, mais ils l'assument et ils s'en vantent. C'est comme s'ils n'avaient pas réfléchi jusqu'au bout, ou comme si les gens qui y avaient réfléchi avaient été écartés de l'administration. Donc, si vous n'adhérez pas à tous ces bombardements et à l'idée qu'on va leur montrer la puissance formidable des forces armées des États-Unis, alors vous êtes écartés. Et on ne garde que des bénis-oui-oui qui vont simplement dire « D'accord, larguons des bombes. Fantastique. Super. » Ça sous-estime l'adversaire. Ça surestime la puissance de l'armée américaine. Et l'armée américaine est très puissante. Mais on ne peut pas pousser des militaires à se battre dans des guerres qu'ils ne comprennent pas. Si j'étais militaire, je me demanderais « Mais pourquoi diable bombardons-nous l'Iran? Pourquoi faisons-nous ça? Nous avons voté pour vous parce que vous aviez promis exactement l'inverse. Nous n'allons pas faire ça. » Donc en plus des problèmes de logistique, de fourniture militaire, de munitions et de tout le reste, vous avez un problème de morale. Parce que je n'imagine pas que les militaires américains soient très heureux de mourir dans une guerre pour Israël, qui est manifestement une guerre pour Israël. Je pense donc que tout ça est un château de cartes. Et plus vous mettez la pression sur vos militaires, plus le retour de bâton sera fort. Vous savez, il y aura davantage d'incendies dans les buanderies de ces navires. Parce que, vous savez, comment éviter d'être tué dans cette guerre? Si vous ne voulez pas la faire, vous devez commencer à saboter votre propre matériel et à faire semblant de dire « oui, on obéirait ». Mais regardez, notre navire doit être réparé pendant les 6 prochains mois. Et donc, ils aimeraient se battre, mais ils ne le peuvent pas. Ça va donc faire partie de sa réalité. Comment Trump ne comprend pas ça? Ça me dépasse. Peut-être qu'il n'est pas aux commandes. Peut-être qu'il est aux commandes, mais qu'il ne comprend pas. Peut-être qu'il devient sénile. Peut-être qu'il a été compromis d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas vraiment d'explication parce que tout ça est tellement stupide et si manifestement stupide qu'on se dirait qu'un homme assez intelligent pour remporter 3 fois des élections présidentielles aux États-Unis, devenir président des États-Unis et avoir une carrière réussie dans les affaires serait assez lucide pour dire « tout ça est vraiment, vraiment idiot. Ne faisons pas ça. » Mais il a fait l'inverse. Voyez-vous une sorte de courbe d'apprentissage dans les pays du CCG? Peut-être en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis? Oh oui. Et qu'est-ce que c'est? Oh oui. Il y a clairement une courbe d'apprentissage. Et cette courbe d'apprentissage a commencé bien avant les hostilités. Je pense que l'Arabie Saoudite, le Qatar, je ne sais pas pour les Émirats arabes unis et Oman en particulier, je pense qu'ils voient ce qui les attend. Je veux dire, ce sont des dictatures oppressives, mais leurs dirigeants sont des gens intelligents et je pense qu'ils sont rationnels. Et je pense qu'ils comprennent que cette guerre est existentielle pour eux aussi. Et je crois qu'ils commencent à comprendre ce que voulait dire Henry Kissinger quand il disait qu'il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, mais mortel d'en être l'ami. Maintenant, ils le voient. Et je pense qu'ils comprennent que les États-Unis sont une puissance en déclin, que l'Iran est une puissance montante, que l'Iran est soutenu par la Chine et la Russie, et que l'avenir est favorable à l'Iran. Je pense donc qu'ils comprennent qu'ils doivent se montrer conciliants avec la Chine et la Russie, et qu'ils doivent se montrer conciliants avec l'Iran. Et je dirais qu'il y a des communications en coulisses, probablement aussi soutenues par le Pakistan, qui se trouve un peu dans la même situation
afin d'essayer de limiter pour eux-mêmes les dégâts des retombées de cette guerre. Et le problème, c'est que tous ces royaumes disposent d'énormes quantités d'actifs. Entre leur balance commerciale et leurs fonds souverains, ils ont près de 5 000 milliards de dollars immobilisés dans des institutions financières occidentales. Et si les puissances occidentales n'ont eu aucun problème à geler près de 300 milliards de dollars d'actifs russes, alors que la Russie est une puissance nucléaire, eh bien, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent à ces royaumes. Le problème n'est donc pas une confrontation militaire avec l'Iran. Le problème, c'est que si vos actifs sont gelés, si vous n'avez plus d'argent pour payer les salaires de vos policiers, de vos militaires, de vos enseignants, de vos infirmières, de tous ceux qui vivent des institutions publiques, vous pourriez être renversé. Si votre économie entre en récession, vous risquez d'avoir une révolte sur les bras, chez vous. Donc pour eux, le risque, c'est une déstabilisation de l'intérieur. Et c'est la même chose pour le Pakistan. Je pense donc qu'ils comprennent tous que les vents soufflent très clairement en faveur de l'Iran et que leur avenir dépend de bons arrangements constructifs avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine. Mais à court terme, ils sont très vulnérables à la déstabilisation, à un changement de régime, voire même à des assassinats. Et cette vulnérabilité les expose aux puissances occidentales. Et puis, vous savez, ils pourraient perdre complètement leurs avoirs bloqués dans les banques occidentales. Donc ce sera un équilibre très compliqué à trouver. Et je pense que les Iraniens le comprennent aussi. Ils comprennent que ces monarchies sont dans une position difficile. Ils doivent probablement se concentrer sur l'éviction des États-Unis et de la Grande-Bretagne de la région et sur l'endiguement d'Israël. Et il vaudrait mieux ne pas unir contre eux l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis, sans oublier la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui pourraient eux aussi changer de camp. Il vaut mieux ne pas rassembler toutes ces forces contre soi. Donc je pense que les Iraniens essaieront eux aussi de limiter les dégâts. Mais la question entre l'Arabie saoudite et Ansar Allah est une question douloureuse, et je ne suis même pas certain que l'Iran ait tant de contrôle que ça sur elle. Oui, je pense que l'Iran, dans la façon dont il voit le Yémen, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas une décision prise par l'Iran. Le Yémen intervient parce qu'il voit une occasion. Il voit que le détroit est fermé, et c'est pour lui le moment de faire pression sur l'Arabie saoudite. Sans la fermeture du détroit d'Ormuz, comment faire pression sur l'Arabie saoudite en le fermant? C'est ça, leur logique. Ceux qui disent que tout tourne autour de l'Iran, je pense que le Yémen a sa propre mentalité, sa propre compréhension des choses. Pendant la guerre, ils ne sont pas entrés en guerre parce qu'ils n'en voyaient pas la nécessité. Et ce ne sont pas des mandataires. D'une certaine manière, ils coopèrent les uns avec les autres. Mais au final, ils y voient aussi leur propre intérêt. Il ne s'agit pas seulement de faire du bruit, d'aider et de servir d'outil. Non, ça n'a rien à voir avec, vous savez, le rôle du Yémen, le rôle de la résistance irakienne, le rôle du Hezbollah. Mais malheureusement, dans les médias dominants, on considère que l'Iran les utilise tous comme des outils. Non, ce n'est pas le cas. Et je pense que même les gens qui disent ça savent que ce n'est pas le cas. Ils se contentent de répéter des éléments de langage pour des raisons politiques. Ils comprennent que le Hezbollah a son propre agenda. Ansar Allah a son propre agenda. Ils coopèrent. Ils se soutiennent mutuellement. Mais ils ont tous des problèmes locaux. Et ces bouleversements leur ouvrent certaines opportunités. Et Ansar Allah est assiégé depuis 2015. Et l'Arabie saoudite
a été un relais très volontaire des puissances occidentales. Et ce ne sont pas seulement les États-Unis. Il ne faut pas oublier que les Britanniques jouent un rôle très très important dans cette région, qu'ils ont été le principal soutien de l'Arabie saoudite pendant sa guerre de 7 ans contre le Yémen et qu'ils restent extrêmement actifs aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et pratiquement dans toute la région. Et leur programme est entièrement centré sur un changement de régime en Iran. Cela fait partie de leur pivot vers l'Indo-Pacifique, qui est leur objectif officiel prioritaire en matière de politique étrangère. Et leur pivot vers l'Indo-Pacifique n'est pas possible tant que l'Iran n'a pas subi, un changement de régime. Les États-Unis, et je pense, vous savez, Trump s'est rendu très facile à détester. Donc, beaucoup d'analyses et de commentaires se focalisent sur Trump. Mais ces politiques sont antérieures à Trump. Elles remontent bien avant son arrivée à la Maison-Blanche. Si vous lisez les documents de stratégie et de politique publique des groupes de réflexion britanniques, vous voyez que tout ce qui se passe aujourd'hui a été écrit à Londres, y compris. Vous savez, l'un des obstacles à l'élimination de l'Iran, c'était le Venezuela. Vous le croyez, ça? Et le groupe de réflexion britannique spécialisé en politique étrangère, appelé Policy Exchange, il s'appelle Policy Exchange, a publié un document en 2023, en juillet 2023, donc avant le 7 octobre, n'est-ce pas? Published a document in 2023, in July 2023, so before October 7, right? And they wrote all the. Et ils ont tout écrit. C'est comme un document monstrueux de 72 pages. Tout y est détaillé, y compris l'idée qu'il faut prendre le contrôle du Venezuela, parce que le Venezuela est le principal vecteur de l'influence iranienne et du Hezbollah en Amérique du Sud. Et puis, boum, Trump arrive au pouvoir et élimine le Venezuela. Ensuite, on a des membres du renseignement israélien, du renseignement militaire, qui infiltrent les milieux du renseignement et de l'armée vénézuélien. Donc vous savez, Trump s'est engouffré là-dedans. Je pense que de sa part, c'était une énorme erreur stratégique. Il en assume la responsabilité. Je ne l'excuse absolument pas. La raison pour laquelle je pense qu'il est important de garder la vue d'ensemble à l'esprit, c'est qu'on a de nouveau l'illusion que, eh bien, vous savez, s'il suffisait de retirer Trump de la Maison-Blanche, tout irait mieux. Non, parce que ça n'a pas commencé avec Trump, et ça ne s'arrêtera pas avec Trump non plus. Je pense que vous avez tout à fait raison. La politique des États-Unis dans la région, peut-être celle des Britanniques. Enfin, j'en suis sûr, les Britanniques ont beaucoup d'animosité envers l'Iran parce qu'ils avaient une forme de contrôle sur le pétrole iranien et qu'ils l'ont perdu. Ils n'oublient pas ce qu'ils ont perdu. C'est le problème avec les Britanniques. Et l'objectif, Alex, en Iran, c'est toujours le changement de régime. Regardez ce que Keith Kellogg a dit hier sur Fox News, qu'il faut continuer à assassiner les dirigeants iraniens, parce que ces cycles d'assassinat nous aideraient, d'une manière ou d'une autre, à affaiblir le gouvernement de l'intérieur. Ensuite, il faudrait lancer l'invasion. Il faudrait faire tout ça, vous savez, dans le sud, dans l'ouest de l'Iran. Il semble penser qu'en tuant des gens, il va atteindre ses objectifs. Mais si l'on regarde la réalité, Alex, sur le champ de bataille, nous avons vu l'attaque iranienne contre la Jordanie. Pour la première fois, les États-Unis reconnaissent qu'ils ont subi des pertes. 4 membres de leur force, 4 ont été tués. Et pour la première fois, on voit le président des États-Unis, avec Pete Hegseth, accueillir les cercueils de ses soldats. Cela rappelait d'une certaine manière la guerre du Vietnam, ou quelque chose comme ça. Pour la première fois. Mais les pertes, Alex, sont bien plus importantes que ce que nous entendons de la part des États-Unis. Aux États-Unis, certains se demandent pourquoi l'administration Trump ne rend pas compte de la réalité du champ de bataille. Ce qui s'est passé, et qui est important à mon avis, c'est l'attaque iranienne contre la Jordanie.
Et cela a changé les mentalités à Washington. Car si l'Iran est capable de frapper toutes ces armes qu'ils ont déplacées depuis les pays du Conseil de coopération du Golfe, en pensant pouvoir être en sécurité en Jordanie, et que l'Iran frappe le même endroit, vous savez, l'emplacement exact de ses armes et de ses forces, cela veut dire qu'ils reçoivent beaucoup de renseignements depuis la Jordanie. Et hier, les États-Unis ont décidé de se retirer d'une base en Arabie Saoudite et d'une autre en Jordanie. Et voilà leur prochaine étape. Quelle sera-t-elle? Vont-ils aller en Israël? Parce que la seule façon pour eux de continuer avec la même intensité d'attaque, ce sera depuis Israël. S'ils vont plus loin, en Grèce, ou peut-être à Diego Garcia, il leur sera trop difficile d'opérer, d'attaquer l'Iran. Eh bien, je ne sais pas s'ils vont pouvoir maintenir la même intensité d'attaque depuis Israël. Et il est clair que pour l'instant, Israël est le plan de repli. Mais vous savez, frapper l'Iran depuis Israël, cela représente 3000 kilomètres. 3000 kilomètres aller-retour pour leurs avions, n'est-ce pas? Donc on ne peut lancer qu'un nombre limité d'appareils parce que pour les envoyer, il faut disposer sur place d'avions ravitailleurs en attente pour les missions de ravitaillement. Contrairement à ce que prétend l'administration Trump, l'Iran dispose de défenses antiaériennes efficaces. Peut-être pas au même niveau que la Russie, mais elles existent malgré tout. Ces avions et les ravitailleurs vont donc tous être exposés. Il faudra faire voler ces avions AWACS, qui seront eux aussi vulnérables. Je pense que les Russes ont fourni des systèmes S-400 à l'Iran. I think the Russians have supplied S-400 systems to Iran. So there's no risk-free options left for them. Il ne leur reste donc plus aucune option sans risque. Et vous savez, vous et moi en avons parlé avant février. Les États-Unis risquent d'être expulsés de la région. Et cela est en train de se produire. Et la raison pour laquelle ils mentiront sur leurs pertes, c'est que je me souviens avoir entendu dans les milieux militaires américains, dès le mois de mars, que les pertes du côté des États-Unis se chiffraient à plusieurs centaines. Et maintenant, lors de cette attaque iranienne très récente en Jordanie et ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé un peu plus de 700 blessés. Enfin, si vous avez 700 blessés, comment se fait-il que seulement 4 aient été tués? Vous savez, il y a toujours une proportion. Parmi autant de victimes, il y aura un certain pourcentage de morts et un certain pourcentage de blessés. Ce sera de l'ordre d'un tiers de morts et de 2 tiers de blessés. It's going to be like 1/3 killed and 2/3 injured. And here you had 700 injured. Et là, vous avez eu 700 blessés et seulement 4 morts. Évidemment, ils mentent. Et la raison pour laquelle ils mentent est très évidente. Dès que les informations sur un lourd bilan de victimes commenceront à se répandre dans l'opinion publique américaine, l'administration subira une pression publique croissante pour simplement partir, pour se retirer. Et au bout du compte, ils seront forcés de le faire. Et je ne sais pas comment ils peuvent ne pas se souvenir de ce qui s'est passé en Afghanistan et de ce qui s'est passé au Vietnam. Je veux dire, c'est tout simplement surréaliste. Et maintenant, ils s'en sont pris à l'adversaire le plus puissant qu'ils pouvaient choisir, à moins d'entrer en guerre contre la Russie ou la Chine. Et à quoi s'attendent-ils? Vous n'avez pas réussi à battre les talibans après 20 ans d'efforts. Et maintenant, vous pensez que vous allez battre les Iraniens. C'est presque comme si on s'était réveillé sur la mauvaise planète. La raison pour laquelle je ne ressens pas la même chose que ce qu'on a vu avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan dans ces pays, c'est que toutes les conséquences de ces guerres restaient à l'intérieur. La plupart restaient dans les frontières de ces pays. Aujourd'hui, la guerre ne concerne pas seulement, même si l'on prend la guerre en Ukraine, Alex, comparez-la à la guerre en Asie occidentale, entre l'Iran et les États-Unis. Il y a 2 semaines, Donald Trump a dit que la guerre en Ukraine n'avait aucun impact sur les États-Unis. Ce qui est faux d'ailleurs. Mais c'est ce qu'il a dit.
En revanche, quand il s'agit de l'Asie occidentale, il ne peut pas ignorer l'influence de la guerre en Asie occidentale sur l'économie américaine, parce que les gens le ressentent dans leur vie. Ils le ressentent quand ils vont faire des achats, vous savez, quand ils mettent de l'essence dans leur réservoir, quand ils font le plein de leur voiture. Et ils savent quel est le prix du pétrole et des biens aux États-Unis. On ne peut pas l'ignorer. C'est le problème de Donald Trump, et il s'aggrave. Il ne diminue pas. C'est pourquoi je vois l'escalade qui se produit sur le champ de bataille entre l'Iran et les États-Unis augmenter de façon drastique à cause de l'influence que cette guerre a sur l'économie mondiale. On ne peut pas poursuivre cette guerre indéfiniment. Et s'ils vont le faire, ils le feront rapidement. Ils pourraient chercher à attaquer certaines zones, la partie sud de l'Iran, comme le préconise Keith Kellogg, en lançant une sorte d'invasion. Et s'ils le font, quelle est votre analyse? Supposons que Donald Trump fasse une telle chose. Qu'espère-t-il accomplir? Je n'arrive pas à imaginer autre chose qu'une défaite humiliante. Saddam Hussein a tenté de faire la guerre à l'Iran. Il pensait pouvoir rallier la population arabe d'Iran. Ça ne s'est pas produit. Et je pense que c'est encore moins susceptible de se produire aujourd'hui. Et souvenez-vous, Nima, cette guerre, je pense que la raison même pour laquelle ils ont commencé cette guerre, stupidement, c'est que les Israéliens ont vendu à Trump l'idée suivante. Tout sera terminé en 3 ou 4 jours. Vous allez faire quelques bombardements aériens. Nous allons tuer les dirigeants. Nous allons activer nos relais sur le terrain pour renverser le gouvernement. Et ce sera comme un Maïdan en Ukraine, ou quelque chose comme le Venezuela, un changement de régime net et rapide. Nous aurons le contrôle, et après ça, nous n'aurons plus aucun souci. Nous aurons une maîtrise totale du Moyen-Orient, des 30 000 milliards de dollars de richesses naturelles de l'Iran, de ses 92 millions d'habitants. Ce sera une énorme victoire. Et ensuite, vous disposerez d'un levier considérable face aux Russes et aux Chinois dans vos négociations. Trump a donc vendu cette fable. Rien de tout cela ne s'est avéré vrai. Alors, si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif en 3 ou 4 jours et que vous vous en éloignez de plus en plus, vous devriez arrêter. Vous devriez simplement limiter vos pertes et vous retirer. Mais Trump a constamment choisi l'escalade. Et même après la guerre de 40 jours, en février et mars, il avait l'occasion de limiter les dégâts, de dire « D'accord, nous avons un cessez-le-feu ». Il pouvait crier victoire et s'en aller. Mais non, il a imposé un blocus à l'Iran. Il a donc laissé passer toutes les occasions de prendre une porte de sortie. Et plus on va loin, plus il est difficile de se retirer. Ça fait partie de l'histoire. La même chose s'est produite en Corée, au Vietnam et dans pratiquement toutes les guerres. Toute guerre impériale est très facile à déclencher et extrêmement compliquée à quitter. Il est donc maintenant pris dans un piège d'escalade et il n'a aucun moyen d'atteindre le moindre de ses objectifs. Aucune stratégie. Sa stratégie, en gros, c'est « on va leur taper dessus, on va les bombarder très violemment ». Même s'il est parfaitement évident qu'on ne peut pas gagner une guerre depuis les airs, qu'il faut lancer une invasion terrestre. Qui va mener cette invasion terrestre? Les forces américaines dans la région? Elles ont peut-être quelques milliers, peut-être 10 000 soldats prêts au combat. Les Iraniens sont tous en vacances, ils ne vont pas riposter. Nima, c'est l'une de ces absurdités de l'histoire. Je pense que, quand on écrira l'histoire de cette époque, les gens se demanderont « Comment peut-on être aussi stupide? Comment est-ce seulement possible ?» Mais nous y voilà. Et tu sais, toi et moi, on en parle depuis avant le début de la guerre. On se disait « C'est bien trop stupide pour que qui que ce soit le fasse. Personne n'est à ce point stupide. » Donc évidemment, ils ne vont pas faire la guerre à l'Iran.
Eh bien, je me suis lourdement trompé là-dessus. Boy, was I wrong about that? Exactement. Exactement. Je me souviens vraiment de ces journées où l'on parlait pendant des heures et des heures en essayant de mettre beaucoup de logique dans ce qui se passait. Donald Trump ne va pas faire ceci ou cela. Une partie de la guerre concerne Israël. Et en ce moment, ils ne se battent pas. Le champ de bataille s'est déplacé d'Israël vers le Koweït et Bahreïn. Aujourd'hui, hier, avant-hier, on voit tous ces missiles et ces drones. La plupart vont vers le Koweït et frappent tout au Koweït. Et la ligne de front, d'une certaine manière, c'est le Koweït. Et vous pensez qu'Israël se sent comment? Parce que Benjamin Netanyahou essaie de dire « Nous, on se sent bien. Les États-Unis se battent. Ces pays du CCG sont frappés par des missiles et des drones iraniens. Donc, tout va bien pour nous. » Mais quand on regarde la situation dans son ensemble, on voit que tout ce que l'Iran détruit était censé soutenir Israël, les systèmes de défense israéliens, et une sorte de coopération militaire avec Israël. Vous savez, les systèmes de défense, les communications qu'ils avaient, les radars, tout. Tout ce que les États-Unis avaient dans la région servait à soutenir Israël et à le défendre. Et tout cela disparaît des bases américaines. Ils en ont déplacé une partie vers d'autres endroits au Koweït. Par exemple, l'Iran les a de nouveau frappés. Et c'est parce qu'ils reçoivent des renseignements. Mais au final, ils disent, ou ils essayent de dire, que nous gagnons parce que nous avons commencé cette guerre. Nous ne faisons pas partie de cette guerre. Mais quel est le résultat de cette guerre pour Israël? Qu'ont-ils obtenu selon vous? Eh bien, Israël est maintenant, je ne vais pas en parler, parce que cette guerre n'est pas terminée. Oui. Jusqu'ici, les Israéliens sont très forts pour célébrer des succès à très, très court terme. Vous savez, quand ils sont entrés en Syrie, ils se croyaient géniaux. Quand ils ont éliminé Hassan Nasrallah et les dirigeants du Hezbollah, ils se sont dit « Oh, regardez comme on est brillants » quand ils ont fait exploser ces beepers. Et ils continuent donc à nourrir leur ego, celui d'opérateurs très très intelligents, rusés, qui manipulent tout le monde et atteignent leurs objectifs. Alors maintenant, ils sont tout excités à l'idée d'avoir poussé les États-Unis dans cette guerre. Ils se disent « Nous, on va rester à l'écart. Le mieux pour nous, c'est que les États-Unis combattent l'Iran, qu'ils se détruisent mutuellement, et ensuite, nous, on sortira et on sera du côté des vainqueurs. » Mais vous savez, puisqu'on parle de Hassan Nasrallah, il avait prédit de façon célèbre qu'Israël se désintégrerait avant son 80e anniversaire. Et on s'en approche. Et je pense que Hassan Nasrallah, vous savez, quoi qu'on pense de lui, était un dirigeant très respecté et un penseur stratégique. C'était un homme très érudit. Il en savait peut-être plus que quiconque au monde sur la politique, la géopolitique et l'équilibre militaire dans cette région. Donc cette prédiction, venant de lui, a un certain poids. Et puis, vous savez, si les gens ne croient pas à la prédiction de Hassan Nasrallah, parce qu'il portait un turban et qu'il était musulman, que dire de la prédiction d'Henry Kissinger? Il a déclaré de façon célèbre, « Dans 10 ans, Israël n'existera plus. » C'était en 2012. Donc, il a sous-estimé le délai. Mais il comprenait aussi la géopolitique et l'équilibre militaire de la région. Et il connaissait les limites de la puissance américaine. Israël dépend entièrement de la puissance des États-Unis pour sa défense. Son économie dépend entièrement du contribuable américain. Et cette industrie israélienne des exportations de haute technologie, tant vantée, ce n'est pratiquement rien d'autre que des systèmes dystopiques de contrôle et de surveillance. Vous savez, toute leur haute technologie ne rend pas le monde meilleur. C'est du contrôle, de la surveillance, de l'espionnage. C'est de la collecte illégale et illicite de données et d'informations.
Et cela n'a pas de valeur sur le marché des biens civils. Ça intéresse les gouvernements. Ça intéresse les régimes oppressifs. Ça n'intéresse pas les consommateurs. Votre économie aussi est très très extrêmement fragile et elle a déjà été massivement touchée par cette guerre. Les Israéliens peuvent, vous savez, se sentir satisfaits d'eux-mêmes et malins d'avoir poussé Trump à faire leur guerre. Mais au bout du compte, leur grand protecteur, ce géant stupide que sont les États-Unis, est massivement sur la défensive. Il évacue ses bases, il devient aveugle dans la région parce que l'Iran détruit tous ses radars et ses systèmes d'alerte précoce, détruit ses aérodromes et ainsi de suite. Donc, les capacités de guerre de l'ensemble de l'Empire occidental s'affaiblissent pendant que nous parlons. Et c'est lui, vous savez, qui protège Israël depuis sa création en 1948. Alors, je ne vois pas pourquoi ils devraient se sentir satisfaits d'eux-mêmes et malins à propos de tout ça. Alex, est-ce que vous voyez, si on prend un peu de recul, la Russie, l'Iran et la Chine ensemble? À mon avis, la Chine a deux champs de bataille, deux lignes de front. L'une est en Ukraine, l'autre se situe entre l'Iran et les États-Unis. Et ils observent ce qui se passe en voyant d'une certaine manière comment les États-Unis épuisent toutes leurs ressources sur ces deux fronts. Et pensez-vous, Alex, que ces guerres vont finalement se poursuivre jusqu'à ce que l'un des deux camps l'emporte sur le champ de bataille? Ou bien qu'avec le temps, il y aura une forme de discussion en coulisses qui finiront peut-être par devenir publiques? Nous parlions de la guerre en Ukraine, vous vous souvenez, depuis 4 ans, et on arrive à 5 ans de guerre en Ukraine. Chaque fois qu'on pensait qu'il y aurait une forme de négociation sérieuse, on voit que rien n'en sort, et il retourne à la guerre. Et la situation en Ukraine, comme vous le savez, empire. Syrski a été démis de ses fonctions. Et parce que Zelensky a d'une certaine manière le sentiment d'en savoir plus que tout le monde en Ukraine, le problème, ce ne sont pas les Ukrainiens, ni ses commandants. Le problème, c'est toute la stratégie de l'Ukraine dans cette guerre. Mais si on met cela de côté et qu'on regarde la situation dans son ensemble, comment voyez-vous la fin de ces deux guerres? Est-ce que ce sera bientôt? Est-ce que cela prendra du temps? Ou bien est-ce que cela se fera sur le champ de bataille, puis par des négociations? Ou par des négociations, puis l'arrêt des combats? Je pense qu'il serait extrêmement difficile de prévoir le calendrier. Je pense qu'une partie de la guerre va se régler sur le champ de bataille. Je pense qu'elle aura aussi une dimension politique. Autrement dit, les États-Unis n'ont pas à faire la guerre pour Israël au Moyen-Orient. Et je pense que parmi les Américains, cette prise de conscience grandit. Il y a déjà eu, je crois, en 2012, un examen très approfondi de la relation entre les États-Unis et Israël. Et à l'époque, les 16 agences de renseignement sont toutes arrivées à la même conclusion. Les intérêts des États-Unis et ceux de l'État d'Israël ne sont pas seulement différents. Ils sont en réalité opposés les uns aux autres. Quand on lit, et je conseillerais vivement à tous ceux qui ont envie de lire des documents britanniques sur les politiques publiques et la stratégie, beaucoup de choses y sont présentées sous l'angle des flux commerciaux, des flux du commerce à travers le monde. Les Britanniques tiennent énormément à préserver Israël et à neutraliser l'Iran, parce qu'ils s'inquiètent des goulets d'étranglement maritimes. Et on peut comprendre pourquoi. Le commerce européen doit passer de l'océan Indien à Bab el-Mandeb, puis par le canal de Suez. Ensuite, vous savez, il arrive en Méditerranée et doit passer par Gibraltar, et ainsi de suite. Donc ce ne sont que des goulets d'étranglement, les uns après les autres. Tout est en jeu, et il est extrêmement important pour eux
de contrôler ces points de passage stratégiques. Les États-Unis, ce n'est pas la même chose. Vous savez, l'essentiel de leur commerce se fait avec l'Asie de l'Est. Il n'y a aucun point de passage stratégique à travers l'océan Pacifique entre la Chine et les États-Unis. Et puis, leurs autres grands partenaires commerciaux sont tous des pays d'Europe occidentale. Il n'y a aucun point de passage maritime stratégique entre l'Europe occidentale et les États-Unis à travers l'Atlantique. Donc, ils n'ont pas ce problème. Et ils pourraient avoir. Et puis, vous savez, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, les États-Unis ne dépendent pas vraiment des exportations de pétrole du Moyen-Orient pour que leur économie fonctionne. Vous savez, ils ont leurs propres ressources pétrolières. Ils ont le Canada, ils ont le Nigeria, ils ont le Venezuela, ils ont le Mexique. Donc ils disposent de nombreuses sources de brut lourd, de brut léger, de tout ce dont ils ont besoin. Et ils ont d'énormes quantités de leur propre gaz naturel. Donc en matière de production et de sécurité énergétique, les États-Unis n'ont pas besoin de la guerre contre l'Iran. Ils n'ont pas besoin de changer le régime en Iran. Ce sont les Européens. Ce sont surtout les Britanniques. Et si vous lisez les documents de politique britannique, vous voyez que tout cela a été scénarisé à Londres. Et la façon dont ils ont réussi, à maintes reprises, à manœuvrer les États-Unis pour qu'ils fassent leur guerre est intéressante. C'est assez incroyable. Ça m'amène un peu à penser qu'il existe une sorte de conspiration anglo-sioniste, vous voyez. Pas anglo-américaine, anglo-sioniste. Une conspiration qui est manifestement bien implantée dans les milieux bancaires, vous voyez dans la City de Londres et à Wall Street. Et pour eux, l'essentiel, c'est que le commerce mondial continue de circuler, que les routes maritimes et les points de passage stratégiques restent sous leur contrôle et que tout ce commerce soit converti en flux de liquidités en dollars américains. Et quand je dis dollars américains, vous voyez, il y a les pétrodollars. Ce qui est important avec les pétrodollars, c'est que c'est l'argent qui circule en dehors des États-Unis. Ce sont donc des dollars américains, mais ils circulent hors des États-Unis. Ils ne sont donc pas sous le contrôle de la Fed, ni sous celui du Trésor américain. Ils sont sous le contrôle de la City de Londres et de ses 14 juridictions offshore qu'elle a créées à cette fin en 1960. Aujourd'hui, on estime que jusqu'à 60% de tous les dollars américains circulent en dehors des États-Unis. C'est aussi la clé du mystère de la puissance britannique, car leur capacité militaire est quasi inexistante. Leur économie se désagrège et pourtant, ils sont partout. Ils sont présents partout. Ils sont impliqués dans tout. Partout où le sang humain coule à flot, ils sont là. Ils sont impliqués. Et à un moment donné, cela va se briser. Parce que le peuple américain comprend que la lutte contre l'Iran n'a rien d'existentiel pour lui. Elle n'a même pas d'importance stratégique pour lui. Il aurait été stratégiquement bien plus avantageux pour les États-Unis de traiter avec l'Iran comme avec un partenaire. De dire, écoutez, vous avez 92 millions d'habitants. Vous disposez de technologies très avancées. Vous formez des centaines de milliers d'ingénieurs, de programmeurs et d'ingénieurs. Vous avez certaines des sciences naturelles les plus avancées au monde. Vous avez toutes ces industries. Vous avez 30 000 milliards de dollars de ressources naturelles. Soyons partenaires. Faisons des affaires ensemble. D'immenses projets auraient été possibles là-bas pour les entreprises et les entrepreneurs américains. Mais non. À la place, ils sont entrés en guerre contre l'Iran au bénéfice d'Israël, qui n'est rien d'autre qu'un poids pour les États-Unis. Cela leur a coûté de l'argent, des vies, des fonds publics, des moyens militaires. Et les Israéliens obtiennent tout cela gratuitement. Ce n'est pas comme si c'était eux qui payaient. Donc, je pense que la classe politique américaine se laisse entraîner dans toutes ces aventures militaires où elle finit par soutenir Israël et, en substance, les desseins britanniques.
Parce que je vous le garantis, Nima, si vous lisez les documents stratégiques britanniques, tout y est déjà écrit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que Trump fait, a été écrit à Londres. Comment cela se produit? C'est très difficile pour moi-même de l'imaginer. Mais j'imagine que les leviers passent, d'une manière ou d'une autre, de la City de Londres à Wall Street, puis à la classe politique anglo-américaine. Peut-être avec l'aide de gens comme Jeffrey Epstein, qui s'assurent ensuite d'avoir l'ensemble du Congrès américain sous contrôle. Et on le voit aujourd'hui avec, je crois que c'est aujourd'hui, ou peut-être hier, que le Congrès américain vote la loi d'autorisation de la défense nationale, qui en substance fusionne l'armée des États-Unis avec celle d'Israël. Et c'est extrêmement difficile à expliquer. Mais là encore, cette classe politique ne représente plus l'Amérique. Elle ne représente plus le peuple américain, le vrai. Et je pense que les gens commencent à se réveiller face à toutes ces choses. Par conséquent, vous savez, le soutien à Israël s'effondre. Et je pense que toute cette comédie ne pourra pas continuer indéfiniment. Oui. Merci. Merci Alex d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu, Nima, et à la prochaine. À très bientôt, Alex. Au revoir. Au revoir.